Pour de nombreux Espagnols, le changement de saison n'est pas marqué par le calendrier, mais par El Corte Inglés. Si, lors d'une réunion, je dis c'est les printemps, quelqu'un me répondra sûrement à El Corte Inglés. Et si je dis c'est la rentrée des classes, la fin de la phrase sera également à El Corte Inglés. Pour les enfants, Noël se passe aussi à El Corte Inglés. Cela s'appelle Cortilandia, une vraie féerie de Noël. Il s'agit d'un gigantesque spectacle qui, depuis 60 ans, se déroule tous les jours à la tombée de la nuit, de la fin de novembre à la veille de l'Épiphanie, devant le navire amiral du Corte Inglés, en plein cœur de Madrid. Les Espagnols, eux, ont déjà compris. Alors, pour nos amis allemands et français, El Corte Inglés est la chaîne des grands magasins en Espagne. Et non, il n'y a pas de concurrence. Il existe 74 magasins El Corte Inglés dans tout le pays, dont 12 sont situés à Madrid, 5 à Valence et 5 à Barcelone. Il y en a même 2 au Portugal. Je suis sûr que tous mes compatriotes reconnaissent ce logo. C'est presque un emblème national. Vraiment? Mais comment est-ce possible alors que le Corte Inglés veut dire la coupe anglaise? Tout commence ici, en 1890, dans cette petite boutique que Samuel et Richardson viennent d'acheter dans les centres de Madrid. Samuel a fui le Derbyshire en Angleterre avec l'argent qu'il a escroqué au club de cricket dont il était le trésorier. Il appelle son atelier de couture madrilène El Corte Inglés et s'avère être un excellent tailleur. Il paraît même que le roi Alphonse XIII devient son meilleur client, jusqu'à ce que la Seconde République soit proclamée en 1931. Alphonse XIII doit s'exiler et les tailleurs britanniques font faillite. 4 ans plus tard, en 1935, Ramón Areces et son oncle César Rodríguez, 2 Espagnols partis faire fortune à Cuba, reviennent en Espagne avec beaucoup d'argent en poche et plein de projets en tête. Ils achètent le petit atelier de couture et gardent les noms El Corte Inglés. À peine un an plus tard, la guerre civile éclate. Mais le magasin continue à confectionner des costumes et des manteaux. À la fin de la guerre, en 1939, l'atelier est l'une des rares entreprises rentables du pays. Ramón Areces décide de s'agrandir et de faire un grand magasin comme on en trouve chez ses voisins européens. Les Anglais ont leur Harrods depuis un siècle, les Français, eux aussi, profitent de leur légendaire bon marché depuis 1869. Et un peu plus tard, les Allemands voient naître leur KaDeWe en 1907. Alors, El Corte Inglés pousse ses murs et se divise en départements. À partir de ce moment, les prix sont exposés et le marchandage est aboli, laissant place à une chose à laquelle les Madrilènes n'étaient pas habitués, l'amabilité des vendeurs. À la fin des années 1960, la grande expansion commence. Une multitude de centres ouvrent les uns après les autres dans toute l'Espagne. À tel point qu'aujourd'hui, on peut presque dire qu'une ville n'est pas vraiment complète si elle n'a pas de Corte Inglés. Pour les Espagnols, comme pour beaucoup de touristes, c'est même devenu un point de repère. Et ce n'est pas vraiment à cause de l'architecture. Les bâtiments, généralement immenses, n'ont rien d'unique. Ils sont presque identiques. Il s'agit d'une construction basique mais efficace. Nous n'entrons pas au Corte Inglés pour admirer les escaliers ou les plafonds Art Nouveau comme au Bon Marché ou les dômes monumentaux comme aux Galeries Lafayette. On y va pour faire du shopping, pour regarder sans acheter ou tout simplement pour se sentir entouré. Il y a toujours une bonne excuse pour entrer dans un Corte Inglés. Nous, les Espagnols, nous sommes attachés à ces grands magasins qu'on connaît depuis notre enfance. D'ailleurs, lorsque je rends visite à mes amis expats en France, je mets mes cadeaux, même si je les ai achetés ailleurs, dans des sacs El Corte Inglés. Car le sac avec le logo vert leur fait presque autant plaisir que son contenu.